Je vous présente aujourd'hui notre 476e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, 1 200 000 candidats au baccalauréat 2017, et ce matin, ils sont 720 000 à plancher sur la philosophie ou en français. Quel jugement porter aujourd'hui sur l'institution du baccalauréat en France ? Oh, c'est un vieux débat sur un vieux problème. Le problème est de savoir comment peut-on sanctionner les études secondaires de façon positive et comment barrer tout de même un peu la route à des étudiants qui n'en sont pas capables de suivre un enseignement supérieur. Je crois que nous cumulons tous les inconvénients, en ce sens que nous avons un nombre de plus en plus grand de candidats à un baccalauréat qui est de plus en plus facile, il faut bien le dire, qui devient presque une formalité, moyennant quoi l'entrée à l'université est totalement libre et la tentation est grande pour des jeunes gens ou jeunes filles de se donner un statut social en étant étudiant. Bon, pendant ce temps-là, on n'est pas chômeur, on a une espèce de statut un petit peu majoratif et on croit à son avenir dans des fonctions supérieures, lesquelles sont limitées et par conséquent forcément l'objet tôt ou tard d'un concours qui ne laisse en place que ceux qui sont les plus qualifiés ou les mieux relationnés, s'entend bien. Bon, alors je crois qu'il faudrait porter le fer rouge dans cette institution, mais qui est pratiquement enquistée dans nos structures universitaires, tellement que je crois que c'est ça très difficile. Monsieur Macron, qui paraît-il a la baguette magique, pourrait peut-être s'attacher à régler ce problème. Oui, alors justement, à cet effet, croyez-vous qu'il faille donc réformer ce serpent de mer de la sélection à l'entrée de l'université Je crois que oui. Qui d'ailleurs est de retour dans le débat public. Je crois que oui, parce qu'on trompe les jeunes en les laissant croire qu'ils vont, en entrant à l'université, se doter d'un métier rémunérateur et flatteur, comme c'était le cas au siècle dernier, par exemple. Tous les parents, sans doute, des gens les plus modestes, ont rêvé que leurs enfants soient notaires, chirurgiens, architectes. Hélas, les places sont chères. Et elles s'obtiennent évidemment à un moment donné par une sélection de fait. Et si on ne veut pas opérer cette sélection à la sortie du baccalauréat, des études secondaires, eh bien elle se fait dans la vie avec des gens qui auront perdu 1 an, 2 ans, 3 ans et qui se seront égarés en quelque sorte et auront pris peut-être des mauvaises habitudes parce qu'à l'université on n'a plus les disciplines des collèges ou des lycées et donc on est libre de faire ce qu'on veut. Et ça peut être pour beaucoup l'école de la paresse. Et c'est vrai aussi que dans ces domaines, quand on a perdu l'habitude du travail et même de se lever de bonne heure, eh bien, c'est très difficile à reprendre. C'est vrai pour les chômeurs, c'est vrai aussi pour les faux étudiants. Et alors l'idée du service militaire obligatoire, de son retour, qu'en pensez-vous ? Je ne crois pas au service militaire obligatoire. Nous n'avons pas les budgets suffisants et je pense que l'état actuel de la polémologie ou des besoins militaires, pour être plus clair, n'exige pas la mobilisation des générations, surtout qu'avec le problème de la parité, il faudra prévoir aussi le service militaire des jeunes filles. Moi, j'étais pour un service militaire volontaire de 6 mois, intensif, 3 mois en caserne pour l'ordre serré, l'apprentissage des armements, etc. Et 3 mois sous la tente dans la campagne, et à crapahuter pour apprendre aux gens un petit peu les difficultés de la vie en campagne. Bon, je pensais que ce système qui pouvait être doté d'un certain nombre de primes, notamment pour les concours d'État, quand on avait fait son service militaire, somme toute, on avait donné la preuve d'un attachement particulier à la patrie et à l'État, donc. Et on pouvait, de ce fait,
obtenir quelques points supplémentaires dans les concours de la fonction publique à tous les niveaux. Voilà, c'est mon point de vue. Ça mérite discussion. Bien, alors retour à la vie politique actuelle, à notre président Emmanuel Macron, qui a effectué une première visite dans un pays d'Afrique du Nord en rompant le jeûne avec le roi du Maroc au cours d'une visite personnelle. On peut lire dans la presse qu'à cause de sa jeunesse, le président français est libre des préjugés historiques de ses prédécesseurs. Est-ce là, selon vous, une force ou une faiblesse, président? Oui, non, écoutez, en l'occurrence, M. Macron joue ses cartes de façon assez efficace, il faut le dire, et il est allé au Maroc, ce qui est plus raisonnable que d'avoir été déclaré à Alger que la France avait commis un crime contre l'humanité en colonisant cette région. Le Maroc est le pays musulman qui nous est le plus proche, à la fois géographiquement, historiquement, culturellement. Mais aussi, c'est aussi un très gros contributeur à l'immigration massive. Mais les bonnes relations avec l'État marocain pourraient justement être de nature à permettre une remigration humaine bien calculée et dans l'intérêt de nos deux pays. Et alors, retour à la politique intérieure justement de notre pays, le MoDem, dont le président est le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, François Bayrou, est secoué par une affaire d'emploi fictif présumé d'assistants parlementaires européens. À quoi joue exactement l'administration du Parlement européen, justement? Écoutez, cette histoire a été un coup monté contre le Front National par Madame Taubira et Monsieur Schulz qui pue. Qui était le président de l'Assemblée européenne. Et ça, c'est évidemment, c'est le chat qui se mord la queue. Ça s'est déclenché en spirale maintenant, et ça pourrait toucher tout le monde, car on pourrait se demander s'il ne faudrait pas faire l'audit de tous les députés européens pour savoir quel est l'usage qu'ils font des crédits qui sont affectés à leur assistance, alors que la sagesse, c'était de tenir compte des choses humaines, de faire confiance aux parlementaires qui étaient quand même les élus du peuple, et de leur laisser la disposition et la responsabilité des crédits et de la manière de les utiliser. Il est bien évident que des députés non inscrits comme nous l'étions, qui avons été les premiers sanctionnés. Je rappelle quand même qu'on nous a réclamé à Gollnisch, à Marine Le Pen et moi, 320 000 € de remboursement représentant le salaire de notre assistant principal, lequel n'aurait pas, selon le Parlement européen, mais sans aucune enquête ni aucune preuve, accompli le travail qui était nécessaire. À la vérité, au Parlement européen, il y a une chose qu'il faudrait clarifier. L'administration, le Parlement européen considère que les députés sont des fonctionnaires élus qui n'ont pas évidemment la certitude de l'être, d'être réélus, et sont donc des fonctionnaires de deuxième catégorie, ce qui donne aux autres le sentiment d'être des fonctionnaires de première catégorie. Oui. Or, ce n'est pas cela. Nous sommes des élus du peuple. Et alors que le Parlement européen ne veut tenir compte que du travail qui est fait au Parlement sur les budgets ou les projets de loi, de directives, bref, le député, lui, a d'autres obligations. Il est élu par des électeurs dans des circonscriptions immenses avec lesquels il doit être en relation, parce qu'il est leur voix au Parlement européen. Il y a là une différence d'analyse, de structure. D'un côté, une structure oligarchique qui est celle du Parlement européen, et une structure démocratique qui devrait être celle qui repose sur le respect et la dignité des élus, évidemment. Donc, c'est une affaire dont on ne sortira pas, d'autant que l'européisme, si je veux dire, à tous les niveaux, y compris au niveau judiciaire, crée des solidarités qui n'ont rien à voir avec la démocratie.
Bah, merci pour toutes ces précisions. Pour revenir à François Bayrou, toujours, une polémique avec le Premier ministre reproche au garde des Sceaux des interventions publiques trop personnelles. Est-ce, selon vous, le premier couac de l'ère Macron? C'est vieux comme le monde. Qui t'a fait duc? Qui t'a fait roi? Donc, le chef du MoDem considère que, M. Bayrou, il considère que il a joué un rôle capital dans le succès de M. Macron, et il n'entend pas être considéré comme un serviteur de la maison. Et c'est un homme, d'autre part, qui a assez souvent son franc-parler, et ça m'étonnerait qu'il y renonce. De là à prévoir qu'il y aura tôt ou tard que le couac va devenir un clash, il n'y a pas de grand risque à prendre. Et alors Emmanuel Macron, toujours, lui, estime que les journalistes qui l'ont tant soutenu pendant la campagne présidentielle redoutent désormais un verrouillage de la communication d'un chef d'État qualifié de jupitérien. Doit-on redouter une dérive autoritaire? Oui, je crois que non seulement on doit la redouter, mais elle est totalement prévisible. Et non seulement probable, mais certaine. C'est la pente, je dirais, des choses humaines. Si Macron dispose d'une majorité absolue écrasante au Parlement, il est bien évident qu'il fera ce qu'il voudra et qu'il gouvernera avec son équipe personnelle. Il reste à espérer qu'il le fasse dans le bon sens, puisqu'il en aura les moyens constitutionnels et politiques. Alors nous allons bien le voir. On disait que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. En fait non, c'est en haut du mur qu'on voit le maçon. Alors plus de 160 candidats ont porté dimanche passé les couleurs de l'Union des Patriotes, qui réunissait entre autres les comités Jeanne, le Parti de la France et Civitas. Ils ont souvent mené des campagnes très actives. Se sont-ils bien battus selon vous, Président? Oui, je crois, il faut les en remercier parce que c'était un travail qui était ingrat. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas d'élection au bout de cette campagne à faire. Mais il était absolument indispensable qu'une certaine formation soit porteuse du message politique, c'est-à-dire du programme minimum de redressement de la France. Et je crois que les candidats que nous avons supportés, des comités Jeanne, de la France et Civitas, et puis de M. Escada, n'est-ce pas? Pardon. Eh bien, nous, on fait un travail qui était rendu d'autant plus difficile qu'il y avait 15, 20, voire 25 candidats par circonscription. Oui. Et nous devons les en remercier. Ceci donne un maillage, une structure de combat futur, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse. Nos amis seront là, et encore une fois, ils se sont bien battus. Et même, je leur rappelle, pour les consoler, que moi j'ai fait en 74 à la présidentielle 0,74% des voix. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Tout à votre honneur. Alors dans quel état d'esprit abordez-vous le second tour des élections législatives à venir, alors que le scrutin de dimanche dernier a été marqué par une abstention historique? Une assemblée peut-elle être représentative quand si peu de citoyens se déplacent pour voter? Oui, c'est vrai, mais l'abstention n'explique pas tout de même. Et j'ai fait une petite mise au point en réponse à ce qu'avait déclaré M. Philippot, qui avait dit que on n'allait tout de même pas revenir 20 ans en arrière. Ben, je voudrais signaler à M. Philippot que 20 ans en arrière, les candidats du Front National avaient fait 3 875 000 voix, alors qu'en 2017, ils ont fait moins de 3 millions. Bon, par conséquent, ceci devrait inciter la direction du Front National à une critique, une autocritique positive. Il ne s'agit pas de se suicider, il s'agit de regarder loyalement, de débattre ensemble dans les organes démocratiques du mouvement, le bureau politique, le comité central, de discuter des choses qui ont été faites, les avantages, les inconvénients, les erreurs, et puis en tirer leçon, de façon, dans les prochaines consultations, il y aura toujours un lendemain, eh bien, on puisse d'abord sauver la structure du Front National qu'il a été si difficile de mettre en place, et qui est probablement le seul espoir
de redressement du pays, mais on ne réussit pas toujours du premier coup l'entreprise qu'on s'était donnée comme objectif de fonder. Bon, mais encore une fois, demain est un autre jour, tomorrow is another day. Il faut que je parle un peu anglais comme tout le monde, quand même c'est la mode maintenant, on est anglicisé, c'est pas un cours, mais presque. Bien, alors vous avez quelques lectures cette semaine, Président, vous en avez une petite lecture qui d'ailleurs commence à dater, puisque c'est un livre qui était consacré aux candidats à la présidentielle, que Madame Gaëlle Tchakaloff, qui a beaucoup de talent, là, à mon avis, a beaucoup fréquenté. Elle aime le candidat, et elle aime, semble-t-il, quelle que soit son option politique, sa fréquentation, son approche, sa proximité, l'inspire, et même si elle doit se faire pardonner tout de même d'avoir une dilection particulière pour M. Juppé, ce qui est quand même un peu une gageure. Bon, Madame Tchakaloff, avec beaucoup d'esprit, a traité dans un livre qui s'appelle Divine Comédie chez Flammarion. Elle a emprunté ce titre à l'immortel Dante Alighieri, n'est-ce pas? Divine Comédie de Madame Tchakaloff vous fera passer quelques bons moments si toutefois la campagne électorale ne vous est pas déjà sortie de la tête. Bien. Alors je vous remercie infiniment, cher Président, et à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt.